Là, je vérifie le nom de On ne sait jamais quand c'est sur quelqu'un d'autre. Oh zut, excuse-moi, je me suis trompée. Tu fais de l'hypnose. C'est En ça, fait, oui. t'es passé dans mon fil Facebook parce que t'es devenu ami avec un de mes amis. Et je sais pas, l'intuition, je me suis dit, il faut que je rencontre cet homme-là. Et on va parler ensemble, j'aimerais en savoir plus sur comment t'en es venu à l'hypnose, ce qu'est l'hypnose, et après ta vision du bonheur. Donc déjà, D'accord. t'es tombé dedans, a priori, quand t'étais tout petit. Tu m'as dit que l'Arche, tu l'as fondé, ou vous l'avez cofondé il y a plus de 10 ans. C'est ça, alors moi j'ai découvert l'hypnose quand j'étais jeune adolescent, j'avais une douzaine d'années, et je me suis vraiment tout de suite passionné par ça. Et bien plus tard, même si ça reste encore, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, ça fait bientôt 12 ans, on a créé donc une école qui s'appelle l'Académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne, donc ARCH, l'acronyme en tout cas c'est ARCH, et qui est une école de formation pour des professionnels à la pratique de l'hypnose. Ok, mais comment tu as découvert l'hypnose, jeune? Et qu'est-ce que tu Des as ressenti? rencontres. Alors ce que j'ai ressenti, c'est une forme d'évidence. J'avais vraiment la sensation que c'était ça qui me passionnait. C'est des rencontres. Un peu plus tôt, j'avais rencontré quelqu'un qui s'appelle Jacques Salomé, qui est Que je connais. un écrivain voilà, qui faisait une conférence. Ça m'a beaucoup marqué. Mais il fait pas d'hypnose, Jacques. Non, mais c'était le rapport humain qui m'avait beaucoup marqué. Ah, Et c'était la première approche, en tout cas, de quelque chose qui, on va dire, de la thérapie, même si lui ne dit pas faire de la thérapie. Mais en tout cas, il y a un acte qui peut permettre du changement pour une personne. Et c'était la première chose, je devais avoir 9 ans à peu près. Et puis ensuite, de fil en aiguille, il y a eu des rencontres, il y a eu des lectures, il y a eu des... à 9 ans? Voilà, et la toute première rencontre véritable avec l'hypnose, c'était à 12 ans. Non, les G.I. Joe, non? L'un n'empêchait pas forcément l'autre. Mais je sais pas, après, il y a des formes d'évidence parfois. Fortiche. Ok, et donc, qu'est-ce qui t'a amené de ces 12 ans? Donc 12 ans, qu'est-ce que tu découvres à 12 ans? Parce que 9 ans, c'était Jacques Salomé ou 12 ans, ça? 9 ans, c'était Jacques Salomé, 12 ans, c'était la PNL, la programmation neurolinguistique, dont les premiers tenants étaient formés à l'hypnose, étaient des élèves d'un psychiatre qui s'appelait Milton Erickson. Ah oui. Et donc le lien entre les deux s'est fait très très vite. Alors forcément, les lectures que j'avais à ce moment-là étaient des lectures d'hypnose qu'on qualifierait aujourd'hui d'hypnose de spectacle. Donc je m'amusais autant que possible à endormir les gens, ce qui n'est plus du tout ce que je fais aujourd'hui. C'était une vision très archaïque de l'hypnose. Pourquoi c'est archaïque d'endormir les gens? Parce qu'on ne les endort pas en fait par hypnose, on les réveille à eux-mêmes plutôt. C'est l'inverse de ce qu'on pourrait penser, c'est à l'inverse du cliché en fait. Mais alors, le cliché, c'est d'endormir les gens, mais tu utilises les mêmes techniques qui mettent en hypnose et qui donnent cette impression d'être endormi ou pas? En fait, de l'extérieur, on peut penser que quelqu'un est endormi parce que souvent il a les yeux fermés, c'est pas une obligation, et puis souvent les gens paraissent assez détendus sous hypnose. Mais c'est pas un sommeil, ni physiologiquement, dans le cerveau c'est autre chose, ni dans le ressenti que peut avoir une personne. Ce que je comprends pas, c'est quand tu dis archaïque, c'est que ça reste la même méthode, c'est juste la vision sur la méthode qui est archaïque. Ah, en fait l'hypnose n'a jamais été du sommeil, c'est juste que, quand je disais archaïque, c'est que jusqu'à il y a, on va dire, un peu plus d'une cinquantaine d'années, un peu moins en Europe, on avait une pratique de l'hypnose qui était très dirigiste. On obligeait les gens à rentrer dans l'état, ça donnait le spectacle, et puis certains travers derrière, c'est-à-dire qu'il y avait un côté un peu manipulation. Et évidemment, ce côté spectaculaire faisait beaucoup parler. On s'est aperçu aujourd'hui que ça ne servait à rien, que c'était juste un effet de scène, un effet de manche, mais que l'hypnose ne reposait pas du tout sur ce côté spectaculaire, puisque l'hypnose, c'est simplement aider une personne à rentrer en contact avec son inconscient. Il n'y a pas besoin de faire des gros yeux, de faire des passes, de faire des choses comme ça, c'est que de la communication. Donc c'est simple, c'est cohérent, c'est rationnel, c'est de la rhétorique, c'est de la linguistique, ce sont des neurosciences aussi, c'est-à-dire comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent nos réactions émotionnelles. Donc on s'appuie là-dessus pour aider une personne à rentrer en elle. Et ça se fait de façon très douce, très progressive et très agréable à vivre pour une personne. D'accord. Donc à 10 ans, tu découvres Erickson. D'ailleurs, on dit l'hypnose ericksonienne. Hein. Oui, parce que justement, Erickson est sorti de ce la côté PNL. spectaculaire. Ouais. Et puis de là est née la PNL un peu plus D'accord. tard, même bien plus tard. Donc tu le découvres par les livres Par les livres, par des rencontres aussi. Il y a des personnes qui À pratiquent 12 ans, l'hypnose tu fais depuis, des rencontres sur... je devais être très, très naïf. donc je rencontrais des personnes qui faisaient plein de choses, pas forcément que de l'hypnose, mais je revenais toujours à cette forme d'hypnose. Et puis dès que j'ai pu, j'ai commencé à faire des petits stages, une journée par-ci, une journée par-là. J'ai essayé de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir y aller. Et puis je pense que les gens avaient une certaine tendresse vis-à-vis d'un enfant qui venait leur dire: est-ce que je peux assister à votre stage? Donc quelquefois j'ai été invité, ce qui était une belle surprise. Puis j'ai rencontré des gens qui m'ont fait une petite place dans leur cabinet, donc je prenais des notes dans un coin pendant qu'ils faisaient leur consultation.
Et Et juste par curiosité, tes parents, ils évoluaient dans quel milieu? En milieu proche de rien à ça? voir, Rien à voir. rien à voir, non, non, non. Donc, non, mais je crois Ils que. disaient, vas-y mon fils, va faire une séance Tant que d'hypnose. j'avais des bons résultats à l'école, ça les dérangeait pas trop. Ok, Et puis voilà, je crois que ça les amusait, puis vous voyez que ça me passionnait. ok. Et puis voilà, vers 16-17 ans, je me suis formé un peu plus sérieusement. C'était pas forcément facile en France, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc il y avait des choses un peu médiocres par endroits, il y avait des choses plus intéressantes à d'autres. Mais j'ai essayé de faire un peu la part des choses de tout ça, puis de constituer une méthode qui me plaisait bien. Et puis à ce personnage de Milton Erickson, donc, qui a donné son nom à l'hypnose moderne, qui me semblait toujours plus pertinent, c'était un grand génie de la communication et de l'hypnose. Et c'est quand même lui qui m'a le plus inspiré, même s'il est mort bien avant que je m'intéresse à l'hypnose. Ses élèves sont encore en vie aujourd'hui, donc j'ai pu les rencontrer pour une partie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment pratiquer. D'accord. À quoi peut servir l'hypnose? C'est-à-dire, pourquoi... déjà, toi, qu'est-ce qui te passionne? J'ai compris que c'était l'être humain, donc de dénouer les choses dans l'autre, en toi. Tu as commencé par quoi? Par toi, par l'autre? Je crois que c'est difficile de faire l'un sans l'autre. En fait, j'ai beaucoup travaillé en auto-hypnose. C'était un des premiers domaines où vraiment j'ai essayé de pousser aussi loin que possible. Et plus finalement on explore son inconscient, plus c'est simple d'aborder l'inconscient de l'autre, je pense, même s'il est très différent. Hein. Mais chaque personne est complètement unique. Et en même temps, je pense qu'on est plus à l'écoute de l'autre si on était à l'écoute de soi, tout simplement. Donc je crois que les deux sont intimement liés. Quand on forme une personne à l'hypnose, on lui apprend autant à travailler sur elle qu'à travailler sur l'autre, finalement. Après, à quoi ça sert, c'est vaste. Il y a tellement de choses dans notre inconscient. Tu disais dénouer, je pense qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Je crois que c'est un outil de liberté, l'hypnose. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que ce soit un outil thérapeutique même. Hein. C'est pas, il y a beaucoup de thérapeutes qui l'utilisent, mais à la base, l'hypnose, c'est un état. C'est un état qui reste encore assez mystérieux. Il y a plein de choses contradictoires sur cet état-là, même s'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dessus. Qu'est-ce qui est contradictoire, par exemple? C'est-à-dire que tout le monde va le vivre un peu différemment, cet état-là. Il y a une part de subjectivité. Ah. Si je prenais un exemple, c'est comme le rêve. Le rêve, physiologiquement, on a envie tous à peu près la même chose, mais on va tous le vivre d'une façon complètement différente. Le même état physique va donner des états subjectifs complètement différents. Il y a des gens qui vont dire, moi quand je rêve, je ne pense plus. D'autres qui vont dire, moi j'arrête pas de penser. Certains vont dire, c'est très visuel. Et d'autres vont dire, je vois rien, mais je ressens beaucoup de choses. Ah bon? Chacun rêve différemment. Oui, par exemple, j'ai parlé avec quelqu'un qui disait, c'était la première fois que je rêvais où je me voyais, où je n'étais pas dans le rêve, j'étais que observatrice du rêve. Par exemple. Et la personne en face de moi m'a dit, bah moi c'est tout le temps comme ça. Oui, c'est fou. On a tous une grande subjectivité dans le rêve. Dans l'hypnose, c'est peut-être même encore plus fort, parce que même l'état physiologique n'est pas toujours le même. C'est-à-dire qu'on a toujours une question qui est, est-ce qu'il y a un état d'hypnose? En fait, je pense que la réponse est qu'il y a plusieurs états d'hypnose, il n'y en a pas qu'un. Il y a des niveaux de profondeur, même si c'est qu'une métaphore, et puis il y a des niveaux de réaction inconsciente aussi qui sont différents. En tout cas, on peut considérer l'hypnose comme une porte d'accès vers l'inconscient. Mettre quelqu'un sous hypnose, c'est l'amener en contact avec sa partie inconsciente. Mais est-ce que l'inconscient n'est pas inconscient pour rester inconscient? Alors je pense pas. Je crois qu'on est très influencé là-dessus par des visions qui nous viennent de la psychanalyse, mais qui sont des visions très modernes et pas très scientifiques pour le coup. Je pense que si on monte plus loin dans notre histoire et si on s'intéresse aussi à des choses récentes qui font partie de toutes ces recherches sur le cerveau, sur nos fonctionnements neuronaux, etc., on va se rendre compte que l'inconscient, c'est simplement ce qui nous échappe, mais que normalement, on devrait y avoir une interaction entre conscient et inconscient. Si on regarde dans toutes les cultures qu'on peut trouver, même les plus anciennes, on passe par des états modifiés de conscience pour atteindre notre inconscient. Que ce soit le chaman qui par des rituels va proposer ça, que ce soit par la méditation, que ce soit par l'introspection philosophique, par la prière, on retrouve ça dans toutes les traditions. Ce qu'on appelle l'hypnose, c'est peut-être juste la forme occidentale et moderne de tout ça, tout simplement. Oui. Je crois qu'on a toujours eu l'intuition qu'en fait, notre état de conscience normal ne permettait pas un accès total à nous-mêmes. Donc il y a besoin de passer par autre chose. On a recréé des outils. Alors ce qui est bien avec l'hypnose, c'est que c'est pas dogmatique. On n'est pas obligé de croire en quelque chose, on s'en fiche en fait. Après, il y a des gens qui vont dire, je ne suis même pas sûr de croire en l'inconscient, mais on a une vision très basique de notre inconscient en hypnose, c'est juste ce qui nous échappe. C'est pas une vision empreinte de concepts philosophiques ou dogmatiques ou spirituels, etc. C'est vraiment ce qui nous échappe. Par exemple, j'ai une réaction émotionnelle, elle m'échappe. J'ai peur de quelque chose, je ne sais pas exactement pourquoi j'ai peur. Peut-être que je sais qu'il y a un événement à l'origine de ça, mais même si je le sais, ça ne change rien sur ma peur. C'est une réaction de mon cerveau limbique qui crée une émotion, pour une raison, parce que lui pense sans doute que c'est utile. Mais consciemment, je n'arrive pas à juguler ça, je n'arrive pas à le canaliser. Si je passe par l'état d'hypnose, non seulement je vais mieux comprendre ce qui se passe en moi, mais je vais avoir un moyen d'accès pour transformer cette peur. Peut-être pour la diminuer, peut-être pour en faire autre chose, peut-être pour la transformer en confiance, en lâcher prise.
Ça dépend après de ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, j'ai un moyen d'accès à mon inconscient. Ok, donc tu parles de phobie, donc je peux aller explorer une problématique particulière. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que ça peut... j'ai du mal à voir quelle est l'étendue de ce que l'hypnose peut toucher. C'est difficile parce que je ne pense pas qu'il y ait une limite fixe, il n'y a pas de frontière particulière. Maintenant, tout ce qui est de l'ordre du mental, on peut le travailler. Euh, C'est-à-dire tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est de nos comportements, tout ce qui est de l'ordre de nos réactions, nos apprentissages. Il y a des gens qui vont servir de l'hypnose pour apprendre plus vite. Ils vont mieux comprendre le fonctionnement de leur cerveau, ils vont améliorer leurs différentes formes de mémoire, et ils vont avoir des résultats dans leur apprentissage. D'autres vont servir de l'hypnose, là je pense parce que je travaille beaucoup avec des sportifs de haut niveau en ce moment, pour améliorer leur performance, pour corriger des gestes, pour regagner confiance en eux, pour améliorer leur récupération, leur sommeil, etc. Donc là on est sur des choses qui sont de la performance quelque part. Il y a des gens qui vont s'en servir en thérapie. Je parlais du travail émotionnel, quelqu'un qui a un gros problème d'estime de soi, qui a un problème qui a vécu des choses un peu difficiles, qui a du mal à sortir de ça, qui a du mal à changer ses routines, ses habitudes, qui vit dans la peur, etc., va pouvoir dépasser ça avec l'hypnose. Il faut qu'il soit accompagné la plupart du temps. Il peut aussi sans doute le travailler par auto-hypnose. Ce que je trouve étonnant, c'est que tu dis mieux se connaître. Or, on touche à l'inconscient, à quelque chose qui est impalpable, non? Oui, mais ça reste nous quand même. C'est une partie de nous. Mais comment l'hypnose t'aide à mieux te connaître alors que c'est l'inconscient, justement? Parce que tu communiques avec l'inconscient sous hypnose. Au lieu que ça soit deux... Mais il te dit des choses, l'inconscient? Pas forcément comme si on est en train de parler là, mais il le dit déjà par des rêves, il le dit par des intuitions, il le dit par plein de choses en permanence. Quelquefois on a une sensation, elle vient de notre inconscient. On ne sait pas pourquoi on va aimer ou pas aimer quelque chose. Oui, donc on est tout le temps en dialogue avec l'inconscient. Voilà, sauf que notre conscience, exactement, notre conscience, elle bloque un peu ça. Ouais. Parce qu'on a trop pensé parfois, parce qu'on ne s'écoute pas forcément, on n'a pas appris à le faire. Et puis parce qu'aussi, il y a des problèmes de traduction, on va dire, c'est un peu symbolique de le dire comme ça. Mais j'ai pu rêver de quelque chose, peut-être que ce que je vais caler dessus consciemment n'est pas en rapport avec ce que me disait mon inconscient. Je vais peut-être interpréter ce que me dit mon inconscient. L'état d'hypnose, il permet de corriger ça parce qu'on évite l'interprétation. On rentre dans le monde de l'inconscient. Mais comment on évite l'interprétation? Alors par exemple, tu as un rêve, en effet, si je m'en souviens, je vais l'interpréter en disant oui, c'est la faute à mon père, c'est la faute à ma mère. Bon. Voilà, la conscience peut avoir ce genre de croyance. Alors que toi, tu vas donc on rentre dans l'état d'hypnose, et là, les réponses claires et nettes sortent, ça veut dire quoi? C'est pas aussi simple que ça. Alors, il y a plusieurs niveaux. Par rapport à ce que tu dis, quelqu'un qui a la croyance, par exemple, que je sais pas, ses problèmes d'aujourd'hui viennent de son rapport avec son père. Quelqu'un qui prend la psychanalyse, par exemple, pourrait penser ça. Forcément, s'il le croit, il va tendre à créer une réalité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il va se créer des liens logiques qui vont fortifier une croyance. Si on met cette personne sous hypnose, la première chose qui va se passer, c'est qu'elle va s'apercevoir que ce qu'elle croit n'est qu'une possibilité, mais pas une vérité. C'est-à-dire qu'elle va dépasser le stade de la croyance. En gros, je pense que le conscient est très superstitieux. Je ne suis pas sûr que notre inconscient le soit autant. Et donc, c'est la première chose qu'on voit, que tous les praticiens de l'hypnose perçoivent, c'est que sous hypnose, on n'a pas à se battre avec les croyances des gens. Imagine, tu es en face de quelqu'un qui te dit quoi qu'il arrive, ma vie est foutue. Consciemment, il pense ça. Il va se débrouiller pour le vivre. C'est ça le pire, c'est que même s'il ne le veut pas, parce qu'il le croit, il va avoir tendance à mal interpréter les choses, à ne pas saisir des occasions, à passer à côté de ce qui peut lui arriver, à gâcher certaines choses, tant qu'il le croit. Parce que quelque part, son mécanisme va être de tendre à valider sa croyance. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisante, hein. Il y a plein de gens qui font ça. C'est même le danger des voyants qui vont vous dire il va vous arriver un truc demain. On dit je me concentre totalement sur le fait qu'il m'avait arrivé un truc demain que même s'il m'arrive rien, je risque de trouver quelque chose. Et puis je risque surtout de provoquer quelque chose parce que j'aurai cette idée-là préalable. Pour sous hypnose, on se débarrasse de ça. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que notre inconscient il a un fonctionnement qui est dans une autre logique. Le conscient aime bien la logique rationnelle, les liens de cause à effet, etc. Le passé agit sur le présent. Le conscient perçoit ça. L'inconscient n'a pas de notion du temps, a priori. Il n'a pas de notion du vrai et du faux. Ça, c'est des choses qu'on pourrait imaginer, mais notre inconscient, il n'a pas ces concepts-là. Donc, à un moment donné, il y a des processus, il y a des réactions, il y a des apprentissages. C'est comme être un nouveau-né. Oui, quelque part, c'est ça, c'est recréer une page blanche. Je prends un exemple tout simple, hein, je reprends l'exemple d'une peur. Un jour, pour une raison ou pour une autre, le cerveau a associé deux éléments entre eux. Un objet, par exemple, et puis une réaction émotionnelle. Il n'y a pas toujours de lien. On sait juste que notre cerveau fonctionne par association d'idées. Si un jour une personne n'est pas bien et que dans son champ de vision, il y a, je sais pas, un gobelet, par exemple, son cerveau risque de créer un lien entre les deux.
Si la personne le lendemain voit le gobelet, le lien il se recrée, la personne revient dans l'émotion de la veille. Oh, Parce le qu'elle pauvre. elle interprète sur le coup, je me sens pas bien quand il y a un gobelet. C'est à la fois vrai et faux. C'est une tu vois phobie ce que- dangereuse, hein, parce que des gobelets, il y en Oui, a mais un ça peu pourrait être partout. gênant. Mais tu sais que j'ai déjà vu une personne pour cette phobie-là. C'est assez. C'est vrai. Il y a des phobies étranges Ah non, parfois. je voulais pas rire. Et donc Donc, ça veut dire que, excuse-moi, c'est que il y a un lien entre l'inconscient et le corps aussi. Ça veut dire oui. que tu peux développer des choses justement par, imaginons, association d'idées Mhm. qui va être transmutée dans le corps, je ne sais pas comment le dire, Oui, ou on peut dire ça. exprimée par le corps. Mhm. L'hypnose peut aussi libérer de choses physiques, Alors, ça dépend ce que tu entends par chose physique. Évidemment, tout ce- allergies, je sais pas, imaginons qu'une allergie soit déclenchée par justement on a vécu une expérience malheureuse et il y avait des pissenlits. Alors oui, et en plus, il y a des hypothèses sur les allergiques. C'est une mauvaise association d'idées sur de l'inconscient. C'est même une hypothèse qui est très retenue, mais souvent plus à un niveau physique qu'à un niveau émotionnel. Mais je pense aussi qu'à un niveau émotionnel, ça peut jouer. Le truc, c'est qu'en hypnose, comme l'hypnose n'est pas une médecine, on ne travaille pas sur un symptôme. On travaille sur un but qu'a une personne. Ça m'est déjà arrivé, et je pense que c'est arrivé à plein de personnes qui travaillent dans ce domaine-là, d'avoir des gens qui me disent, voilà, je sais pas, j'ai une colère en moi que j'arrive pas à gérer. En travaillant sur cette colère-là, il y a un impact sur le corps. Je sais pas, des maladies de peau, des choses comme ça, on n'a pas travaillé dessus, on a travaillé sur les émotions. Mais si je prends le psoriasis par exemple, on sait très bien qu'un excès de stress aura tendance à le renforcer, la plupart des gens qui sont en vacances ont une baisse de psoriasis. Mais si on apprend aux gens à gérer leurs émotions, il y a sans doute possibilité de cette conséquence. Maintenant, est-ce que c'est à 100%? Non, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'en hypnose, on ne travaille jamais sur une pathologie. Si une personne vient me voir en me disant, voilà, j'ai une allergie, un, je ne peux pas légalement travailler dessus. Deux, de toute façon, on ne travaillerait pas sur ça. On travaillerait sur ce qui se passe pour la personne, en fait, sur comment elle vit, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour elle. On travaillerait sur un objectif qu'elle a. Ouais, mais encore faut-il faire le lien entre cette allergie et l'émotion qui a été associée, quoi. C'est pour ça qu'avant tout, on va s'intéresser à la demande de la personne, et s'il y a des conséquences indirectes, très bien, mais à la limite, c'est vraiment un niveau indirect. Après, pour répondre complètement à ta question, il y a eu des études qui ont été faites. En France, un non-médecin n'a pas le droit de travailler sur une allergie, par exemple. Mais il y a des gens comme Robert Deans, par exemple, qui est assez connu en PNL, ou Ernest Rossi, qui est un élève d'Erickson, qui ont mené des expériences, et puis d'autres aussi, sur entre autres le système immunitaire. Et on s'est aperçu que dans l'état d'hypnose, on pouvait avoir une action sur le système immunitaire. Maintenant, c'est des choses qui ne sont pas vraiment faites dans certains pays, plus dans d'autres. Donc là, ça dépend aussi des législations propres à chaque pays. J'ai l'impression que tu es un étudiant devant l'éternel. Oh, bah, j'espère, oui. T'étudies tout le temps? Oui, bah déjà parce qu'en tant que formateur, je pense que c'est un devoir d'être toujours au fait de tout ce qui se passe, des recherches qui se créent, de ce qui est démontré, de ce qui est remis en cause. Et puis parce que l'hypnose, c'est assez infini. Donc ta j'espère bien que passion ne se tarit pas. Mais, le jour où elle se tarira, peut-être que j'arrêterai, je ferai autre chose, mais je suis pas sûr que ça arrive un jour. Ouais, là, t'es encore, après plus de 10 ans, t'es encore... Bon, oui, j'ai l'impression d'être au tout début, en fait. Je pratique plus du tout comme je pratiquais il y a 10 ans, et heureusement. Et puis je pense que ce sera encore le cas, même peut-être dans un an ou dans 2 ans, je pourrais te dire, mais c'est plus du tout la même chose, ça évolue en permanence. On a la chance d'être au tout début de quelque chose dans nos domaines. C'est chaque semaine, chaque mois, on trouve des nouvelles choses sur le Enfin, cerveau. Christophe Colomb, en fait. Ouais, on va explorer l'inconscient. Oui, tu fais des cabinets publics. C'est quoi un cabinet public? Alors l'idée, jusqu'à il y a 5-6 ans, parce que je crois qu'on a commencé là, je donnais beaucoup de conférences un peu partout en France et à l'étranger. Et je faisais des conférences assez classiques en me disant il faut rassurer les gens sur l'hypnose parce que ça sent tellement le souffre l'hypnose qu'il faut vraiment leur présenter ça de façon très Il y a cadrée. des raisons, hein, parce que même aujourd'hui encore, moi j'en ai croisé des gourous de l'hypnose justement qui font un peu de spectacle, après amènent, et puis personne ne les remet en question. Ouais, ou des gens qui mélangent ça, des croyances spirituelles, etc. New Age et Est-ce autres. qu'on peut utiliser l'hypnose pour manipuler? C'est pas aussi simple que ça. D'accord. Un hypnotiseur va bien connaître les principes de manipulation, mais normalement il les utilise pour libérer l'autre. Maintenant, il peut voir aussi les mécanismes qui sont censés manipuler pour créer une réaction. Sur ce que tu disais sur les cabinets publics, c'était justement ça l'idée, c'était de montrer que, parce que les gens, malgré les conférences, avaient toujours ces questions-là. Est-ce qu'on peut manipuler? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça marche sur tout le monde? Et même après une conférence, ils avaient ces questions-là, parce qu'ils avaient une vision très fantasmée de l'hypnose. Donc un jour, je me suis dit, montrons l'hypnose. D'accord. Plutôt que faire une conférence, je fais 2-3 démonstrations, puis après on parle. Au moins, ils ont vu ce que c'était. Et leurs questions sont bien plus intéressantes après. Parce qu'ils voient bien qu'il n'y a rien de magique, que c'est très simple, que c'est plutôt un état qui a l'air agréable, que les gens ne perdent pas vraiment le contrôle sous hypnose, au contraire, ils gagnent en contrôle sur eux-mêmes.
qu'il se passe plein de choses, que c'est beaucoup plus fin que ce qu'on pourrait imaginer. Tu sais, c'est très loin du dormez, changez, réveillez-vous, c'est pas ça du tout. Mais j'ai vu, je citerai pas son nom, quelqu'un qui il se perce la peau, Oui. il prend quelqu'un, il te le met entre deux planches, il lui tape dessus. Mais là, alors c'est là une confusion aussi, c'est qu'il y a des magiciens qui font de l'hypnose, et puis il y a des gens qui font... donc là, quand Pour je toi, parle de ça, magiciens, c'est magie-hypnose. bah, si on pense à la même personne, oui, il y Je pense qu'on a de pense la à la magie. C'est-à-dire qu'il y a des trucages. Donc là, on est dans du spectacle, c'est Ah différent. ouais. C'est le problème du spectacle, mais en même temps, ça peut se comprendre en spectacle. C'est-à-dire qu'il faut avoir 100% de réussite en spectacle. Une séance d'hypnose, c'est imprévisible. Oui, mais ce qu'ils vendent derrière, c'est des formations en hypnose, pas en spectacle. Oui, Donc alors là, je dirais pas ce que j'en pense, mais nous... on peut l'imaginer. Voilà, c'est ça qui peut Oui. qui peut porter à confusion. Oui, ça prête à confusion en D'accord, effet. Je ok, pense on que ça d'accord, fait... on parle pas du tout de la même chose. Alors, c'est Voilà. ça. Il y a cela et il y a ce que tu fais. Oui, et puis je suis pas le seul, hein. Il y a plein de gens qui Ouais. font des choses très très bien en hypnose. Malheureusement, et c'est notre problème, c'est que quand une chaîne de télévision va s'intéresser à l'hypnose, elle a envie d'un truc qui se Ouais, montre. bah oui. Donc elle va quelquefois plus facilement aller voir un type qui va mettre quelqu'un entre deux tréteaux, sauter dessus, ou prendre une boule chauffante, lui mettre dans les mains alors que c'est un truc avec une télécommande pour lui dire c'est chaud, que prendre quelqu'un qui va C'est vraiment... une télécommande. Bah Qui a oui. vu ce truc-là? Je l'ai vu. Je crois qu'on a justement un ami commun qui avait démystifié le truc. Et donc oui, ça c'est malheureux parce que ça donne une mauvaise image, parce que c'est critiquable. Alors il y en a qui le font honnêtement. Cette personne à laquelle je pense, par exemple, souvent le dit dans ses spectacles. D'accord. C'est pas, c'est de la magie et de l'hypnose, c'est un mélange des deux. Et souvent c'est un mélange des deux. Après maintenant, une séance d'hypnose, c'est pas forcément dormir. C'est déjà parce que c'est plus intéressant et plus confortable d'amener une personne progressivement dans l'état d'hypnose, de l'amener un peu, d'en parler avec elle, d'approfondir un peu, d'en parler avec elle, qu'elle se rassure, qu'elle sente que c'est agréable. Si on l'amène d'un coup sous hypnose, elle peut avoir peur, pas se sentir bien, c'est pas confortable, c'est trop rapide. C'est comme une voiture qui démarre trop vite. Si on n'a pas l'habitude, c'est pas agréable. Donc c'est proche d'un état de relaxation profond. C'est pas obligé, mais c'est mieux. C'est autant que les gens le vivent agréablement. Mais en fait, c'est quand même une hyperactivité mentale. D'accord. Il se passe beaucoup de choses dans l'état d'hypnose. Notre corps est très réactif, nos émotions sont très réactives, et c'est ce qui permet un travail, justement. C'est qu'il n'y a pas de censure sur le coup. La personne va vivre les choses vraiment. À n'importe quel moment, elle peut arrêter. On est toujours libre dans l'état d'hypnose. Mais comme ce sont des choses agréables, et comme la personne sent que ça travaille, que ça va dans le bon sens. Quand je dis agréable, ça peut être émouvant, hein, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir des émotions, mais on sent que ça va dans le bon sens. Une personne va toujours le vérifier. Je vais vers moi, en fait. Je ne vais pas vers l'autre, je vais vers moi. Et normalement, dans une bonne séance d'hypnose, l'hypnotiseur disparaît quasiment. Il laisse la personne vivre avec son inconscient quelque chose. Il l'amène au bon endroit, dans le bon état. Il guide de façon assez distante pour que la personne vive exactement ce qu'elle a à vivre. Qu'elle soit, elle, dans son intimité avec elle-même. Donc les cabinets publics, tu fais ces démonstrations, tu réponds aux questions sur l'hypnose. Voilà. Les gens qui viennent ici, c'est pour suivre des formations, c'est pourquoi? Il y a les deux. En fait, il y a même trois choses. On a un centre de consultation. Il y a pas mal de praticiens qui travaillent, qui font des consultations individuelles. Il y a des gens qui apprennent l'auto-hypnose et qui vont s'en servir pour eux. Là, c'est une pratique personnelle. Moi, je trouve ça important parce que des séances, c'est bien, quand on a un truc ponctuel à travailler, mais quand on sait le faire par soi-même, voilà, c'est le fameux dicton, plutôt que d'amener le poisson à quelqu'un, tu l'apprends à pêcher, je trouve ça bien. Et puis on a beaucoup de professionnels qui se forment, alors soit des professions de santé, beaucoup d'infirmiers, d'aides-soignants, de médecins, dentistes et autres, soit aussi des gens qui sont dans l'accompagnement, des psychothérapeutes, des coachs, des médiateurs, des gens qui vont travailler, des managers aussi, des pédagogues qui viennent se former. Dans le sens où l'hypnose, c'est aussi un outil de communication. Okay. Bon, alors, il vient ma dernière question. C'est la question qui rouge. C'est, j'aimerais savoir, ce qu'est le bonheur pour toi? Déjà, est-ce que tu es heureux? Est-ce qu'est le bonheur pour toi? Et en quoi tu penses que l'hypnose peut contribuer au bonheur? Alors, sur le plan personnel, je t'avoue, je me pose assez peu la question du bonheur, mais je crois que c'est bon signe. C'est bon signe, oui. En tout cas, j'ai l'impression d'être au bon endroit au bon moment, donc je crois que ça me paraît assez fluide. Peut-être que tu as trouvé ta voie aussi. Oui, puis j'ai l'impression d'apporter quelque chose au monde, ce qui est une valeur qui est importante pour moi. Est-ce que l'hypnose peut conduire au bonheur? Je pense que oui, je crois en tout cas. Je crois avant tout que l'hypnose conduit à la liberté. Donc pour les gens pour qui la liberté est liée au bonheur, je pense qu'évidemment oui. Dans le sens où plus une personne va connaître ses fonctionnements, plus elle va être capable de les choisir. Je crois que ce qui nuit au bonheur le plus, c'est la contrainte. Quelqu'un qui fait quelque chose et qui ne se sent pas bien avec ça, pas légitime, pas adapté ou pas en phase avec ce qu'il fait. Quelqu'un qui va dire je suis timide, a priori par exemple, c'est qu'il est valide d'exprimer ce qu'il est. Quelqu'un qui se dit je sais pas,
Il y a des choses des décisions que je ne prends pas, il y a des changements que je n'arrive pas à produire, il y a des choses que je n'arrive pas à faire dans la durée. C'est quelqu'un qui est en conflit avec lui-même. Et je pense que l'hypnose, ça permet de résoudre ce conflit-là. Donc évidemment, une personne qui se dit, voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'avoir telle émotion, d'avoir telle réaction, pour moi, est fondamentalement libre. Et je crois que notre culture nous a conditionnés à penser qu'on a une nature, et je crois que l'hypnose nous permet de comprendre qu'on n'a aucune nature, en fait, à part celle qu'on veut bien avoir. Et que rien n'empêcherait une personne de se dire, voilà, pendant quelques temps, j'ai envie d'être quelqu'un de créatif, parce que dans cette phase de vie, j'ai besoin de créativité. Et si à cette personne, un enseignant a dit un jour, t'es pas créatif, peut-être qu'elle va se bloquer. Si elle peut se permettre de libérer sa créativité, elle va s'apercevoir qu'en fait, on l'a toujours eu. On est tous créatifs, on peut tous apprendre à devenir plus. C'est un exemple, hein, mais on pourrait le voir sur non, d'autres mais choses. c'est génial, c'est ma dernière newsletter, je parle de ça, du fait que moi j'ai découvert ma créativité tard, à 34 ans, mais elle a jailli, quoi. Jailli, et je pense qu'on l'a tous en nous, mais que c'est bloqué par justement cette petite voix qui dit tu ne peux pas peindre, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. On revient à l'idée des croyances. L'hypnose, c'est pas le seul outil, hein, il y en a d'autres, mais je pense que c'est un bon vecteur pour dépasser les croyances en tout cas. Merci beaucoup. C'est un plaisir.